Hey, le jeune, c'est une des plus belles journées de l'histoire de l'univers parce qu'on a reçu une lettre ici au laboratoire secret de Pourquoi c'est bon, directement dans notre téléporteur. Alors, je vais vous la lire tout de suite. Ça commence comme ceci. Cher Monsieur Maltais, tous mes amis sont fans des copies de Mad Max, mais ils ont toutes vues. Pouvez-vous m'en trouver une, s'il vous plaît? Ça n'a même pas besoin d'être bon. Aidez-moi, Monsieur Maltais, vous êtes mon seul espoir. C'est signé Post-apocalyptique à Poémé Gamouk. Eh bien, mon post-apocalyptique, j'ai une excellente nouvelle pour toi. J'ai en plein le film que tu cherches. En plus, ta mère me dit que tu es une méga fan des rockstars françaises qui sont pratiquement inconnues à l'extérieur de l'Hexagone. C'est en plein le film que tu veux. Ne me demande pas comment ça se fait que je connais ta mère. Pense pas à ça. Puis laisse-moi plutôt te présenter Terminus de 1987, l'inénarrable copie franco-française de Mad Max avec Johnny Hallyday en personne. C'est réalisé par un gars qui s'appelle... Laissez-moi vous le trouver. Pierre-William Glenn, c'est un directeur photo de Truffaut et Tavernier. Il a travaillé sur La mort en direct, La nuit américaine, je pense aussi. Il y a plein d'acteurs cool là-dedans. L'histoire, essentiellement, c'est Running Man ou Le prix du danger, si vous voulez, mais avec des camions à la Mad Max où, en plus, on affronte des hordes de Visigoths du futur qui font très Escape from New York ou dans The Warriors. Ça fait très The Warriors, en fait. Dans ce futur, il y a un jeu qui est décrit comme un mélange de rallye et de football américain. Et il y a un camion futuriste et il traverse l'Europe pourchassé par des hordes de méchants dans des camions plus petits, mais plus rapides. Et son but, c'est d'atteindre le terminus, d'atteindre la base finale, mais l'affaire, c'est que personne n'a jamais réussi. C'est jamais arrivé dans l'histoire de ce jeu que quelqu'un atteigne le terminus. Et dans le terminus, il y a pas exactement nos héros, mais c'est ça, il y a une série de personnages qu'on va rencontrer, tout comme on va rencontrer les pilotes successifs du camion du futur, qui est aussi piloté par un ordinateur super intelligent. Écoutez, là, juste décrit de même, là, il n'y a rien que des affaires cool, vous en conviendrez. En plus, je vous ai même pas dit qu'il y a une bombe nucléaire dans le camion. Imaginez-vous ça, là, un super camion Mad Max avec une bombe nucléaire. Ça fait que, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la bombe nucléaire va exploser? Est-ce que notre camion du futur va atteindre le mystérieux terminus? Qu'est-ce qui va bien arriver? Une seule manière de le savoir, comme toujours, c'est d'écouter Terminus de 87. Eh bien, OK. Les gens disent que c'est un nanar et on va en reparler de ça. Puis le nom de la chaîne ici, c'est Pourquoi c'est bon. Et la prémisse, c'est que soit on parle de bons films, soit quand le film n'est pas bon, on fait tous les efforts, on déploie tous les efforts pour trouver les qualités. Puis ici, ça tombe bien parce que il y a une passe là-dedans dans le film qui est vraiment malade mentalement bonne. Okay? C'est hallucinant comme c'est bon. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est à la toute fin du film. Et pour se rendre là, il faut se taper le film au complet. Mais c'est pas la seule qualité. Bref, je vais vous en parler de tout ça. Mais je vais aussi vous mentionner pourquoi, en vérité, le film marche pas tellement. Puis est-ce que c'est un honneur ou pas? On verra tantôt. Mais commençons par Johnny, Johnny Hallyday. Eh bien, j'ai une heureuse nouvelle pour vous, mesdames et messieurs, et particulièrement toi, mon petit popo, là. Johnny Hallyday, il est très très bon là-dedans. Il est vaguement connu, ce film-là, Terminus, parce que, c'est ça, c'est la copie de Mad Max française avec Johnny Hallyday dedans. Généralement, les gens disent que c'est un nanar, puis on soupçonne, en général, Johnny Hallyday de pas exactement être un grand comédien. C'est ce qu'on croirait, OK? Mais le fait est que, à ma grande surprise, j'ai découvert dans ce film un homme extrêmement charismatique et qui, en vérité, est très très bon dans ce film-là.
Il livre une excellente performance. J'oserais presque dire qu'il crève l'écran. Il est subtil. Il joue le rôle du camionneur, là, du futur, là, la brute, avec le gant de fer. Bon. Mais le fait est que, là-dedans, il est très, très bon. Puis ne serait-ce que pour ça, honnêtement, ça, c'est une vraie qualité. Il m'a carrément impressionné. Il y a d'autres acteurs dans le film qu'on est toujours très heureux de voir et de revoir, en particulier Jürgen Prochnow de Mouth of Madness, puis Das Boot, puis il faisait le Duc Leto dans le Dune de David Lynch. Il a fait un paquet d'affaires super cool. Il y a aussi Karen Allen qui faisait Marion là, dans le premier Indiana Jones. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont dans le film. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont pas bons là-dedans. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'en reparlerai peut-être tantôt. Non, ils sont pas bons. Il y a quelque chose qui marche pas. Carol Annan, je pense que c'est parce qu'elle est tout le temps dans le camion, puis elle parle à l'ordinateur dont je parlais, là, qui est un gros personnage du film. Ils l'ont mis dans un placard, puis ils ont dit action, puis elle a parlé tout seul dans son placard pendant toute la durée du tournage. C'est à peu près ça qui s'est passé. Puis Jürgen Prochnow, ce qui est cool, c'est qu'il joue 3 rôles là-dedans, des clones, puis chacun plus extravagant que l'autre, avec des costumes très extravagants, puis c'est le fun. Ça, c'est le fun, honnêtement, mais il n'a pas l'air confortable. Puis, règle générale, à part Johnny Hallyday, qui, encore une fois, le dégage, c'est ça, l'aisance de chaque pore de sa peau, tout le monde, en vérité, là-dedans, joue extrêmement faux. Mais pour l'instant, sur les qualités, restons là-dessus. Il faut dire aussi que c'est ça notre réalisateur, monsieur, laisse-moi... je lui rendre justice, Monsieur Glenn. C'est un directeur photo, ça paraît, là. OK, les images là-dedans, elles sont super, super belles. À quoi ça fait penser? Ça fait énormément penser à le Luc Besson des années 80, les années Subway, essentiellement, mélangé à un vieux comique, une bande dessinée de Métal Hurlant, essentiellement. Ça fait extrêmement Bilal, en fait. À tel point que, je pense à la minute 78, j'ai eu la grande surprise de reconnaître une murale de Monsieur Bilal qu'il a réalisé, semble-t-il, exprès pour le film. Donc, c'est par exprès. Je pense qu'ils ont vraiment cherché à reproduire le ton esthétique de Monsieur Bilal. Puis, règle générale, ça marche très, très bien. Il y a beaucoup de touches visuelles hyper réussies, beaucoup de néons. Il y a le laser aussi qui est utilisé, là, le laser, le même genre de laser qui était utilisé pour créer les effets de l'Olympe dans le choc des Titans, là, ce genre de trucs-là. Bref, ça marche super bien visuellement. Les décors sont super cool. Il y a une ville à un moment donné, ça fait carrément Blade Runner. C'est sûr qu'ils ont pris ça là-dedans. Là. Je veux dire, les figurants, le type d'édifice qu'on voit dans la ville, c'est carrément pris dans Blade Runner. Bon, c'est une copie, mais ça marche. Le ton général, esthétique aussi. Il y a un gros côté vidéo de Duran Duran, là, les vidéos de Russell Mulcahy dans les années 80. Ça, je pense pas que c'est par exprès, mais il y a quand même ce genre de sensibilité, c'est ça, hyper bande dessinée qui marche super, super bien. Au niveau visuel, il y a beaucoup de touches, d'autres touches créatives. Là, l'ordinateur, moi j'en ai parlé. Le détail intriguant, c'est que l'ordinateur qui est le vrai pilote en vérité du camion. C'est une grosse bouche, en fait. Puis il y a des idées de manipulation génétique, là, bon, puis il y a un petit gars là-dedans, un enfant génie. Puis c'est lui qui a programmé cet ordinateur dont le père, joué par Jürgen Prochnow, le père adoptif, a réalisé les tractations génétiques. Peu importe. Il y a un ordinateur, puis hyper intelligent, puis c'est une grosse bouche. Est-ce que c'est efficace? C'est à vous de décider. Donc, je suis pas entièrement certain, mais c'est original. C'est cool, OK? Puis moi, j'applaudis ça. Quand quelqu'un essaye quelque chose dans un film comme ça, même quand il réussit pas, je pense quand même que ça mérite d'être applaudi, là, que ça mérite d'être mentionné, que les gens qui ont fait ce film-là, ils ont déployé tous les efforts pour rajouter le plus de trucs créatifs qu'ils ont pu, tout en copiant le plus de trucs qu'ils pouvaient. J'en ai mentionné quelques-uns, mais dans une copie de Mad Max, c'est ça qu'on fait, là, copier...
c'est ça, copier Escape from New York, puis copier Mad Max, c'est ça la règle du jeu. En plus, là-dedans, il y a des copies de Kubrick, là, j'ai mentionné Blade Runner, mais aussi il y a toute une séquence qui est carrément, là, c'est clairement pris dans J'ai peur Dave, là, quand Dave déconnecte Al, bon, puis il y a même une passe où est-ce qu'un des personnages se met à chanter I'm Singing in the Rain, donc un petit hommage, un petit clin d'œil à Orange Mécanique, je suis sûr que c'est ça que c'est, là. Bref, il y a plein d'affaires. De même, les camions sont super cool. Honnêtement, ça, c'est cool. Okay? Les camions là, du futur, en particulier le char principal, il est vraiment extrêmement cool. Si j'avais eu 10 ans quand j'avais regardé ce film-là, j'aurais trouvé ça malade mental. Même à mon âge, plus que 10 ans aujourd'hui, je trouve ça génial. Les cascades sont cool. Il y en a comme 5-6, à peu près des assez grosses cascades. Il y en a des vraiment pas pires, en fait, là, avec des pirouettes de camions, de tonnes de tôle qui virevoltent. Fait que ça, c'est cool. Il y a une passe de flashback. Là, j'achève les trucs cool. Mais il y en a encore quelques-uns, juste pour dire quand même. Il y a 2 séquences de flashback, puis ils ont fait quelque chose que je n'ai jamais vu avant, où est-ce qu'ils ont traité l'image. Je pense qu'ils ont passé ça dans un genre de filtre RGB ou un truc comme ça. Ils ont enlevé tout le rouge, en gros. Fait que tu te ramasses avec une image dans les flashbacks où tout est en teinte de vert, essentiellement de vert et de jaune. Puis c'est extrêmement bien trouvé. J'étais agréablement surpris par ça. Et ben voilà, il y a d'autres affaires comme ça. La main de métal, la main en métal de Johnny, ben la main en métal. Qui n'en a pas dans un film des années 80, mais parce que c'est tout le temps cool, tout le monde aime ça, fait que Johnny en a une là-dedans, ça marche. Bon, mais on a maintenant atteint un peu le fond de notre tonneau de qualité et on arrive à ce qui est un peu moins bon. Puis je vais, parce que, bon, je vais juste vous les lire un petit peu, je vais vous lire mes notes. Wesley Crusher, le petit gars qui a inventé l'ordinateur. Ben, la bonne nouvelle, c'est que son autre acteur que vous allez reconnaître, c'est lui qui faisait le petit gars méchant, le petit gars diabolique dans Robocop 2. Puis il est charismatique, là, si on veut, mais il est pas meilleur que les autres acteurs du film. Puis le problème, c'est que justement, c'est un Wesley Crusher. C'est l'enfant prodige, il a réponse à tout. Il y a un quotient intellectuel de 988. Bon, il n'y a rien qui fait pas, c'est ça. Bon, c'est ça, le génie de l'informatique des années 80, qui a 8 ans et demi, ou 10-12 ans, on va dire, ben c'est ça. Ça fait que ça tombe vite sur les nerfs, tout comme la voix de l'ordinateur. Alors, la bouche, là, dans le camion, qui s'appelle Monstre, l'ordinateur. Ouais, c'est ça. Il y a une voix, tu sais, beaucoup d'ordinateurs dans les années 80, quand ils parlaient, comme tous les ordinateurs des années 80, il y avait très souvent une petite voix aiguë, là. Il y a ça dans, 2019, après la chute de New York, par exemple. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Et je me demande pourquoi ils font ça, parce que ça n'a jamais été cool. Puis là-dedans, ça l'est pas plus. Ça tombe sur les nerfs, d'autant plus que il parle tout le long. Là. C'est essentiellement l'autre personnage principal du film. Bon, Karen Allen, elle est juste là le premier 40 minutes, en gros. Puis Johnny prend le relais après ça. Là, sans trop vous gâcher l'histoire, vous manquez rien. Mais c'est ça, la voix de la bouche, elle est là tout le long. Puis, eh bien, c'est comme pour moi, ça fait comme pour moi, ben, elle va probablement vous tomber sur les nerfs tout le long. Mais en tout cas, il y a des effets spéciaux par ordinateur. Il y en a. On est à 2 ou 3 ans avant Terminator 2, ça paraît. Mais ça, moi, je vais jamais condamner un film parce que les effets spéciaux par ordinateur sont ratés, surtout quand ici, là, c'est vraiment dans les premiers films qui en ont inséré, certainement à ce niveau-là. Il y en a beaucoup, là, quand même. Puis, ben, ouais, ça ressemble aux effets spéciaux ça ressemble à Spy Hunter, le jeu vidéo, là, qui était très, très cool. C'est à peu près à ce niveau-là, OK? Mais bon, il y a ça, mais c'est pas... Les vrais problèmes, c'est pas ça, OK? Si c'était rien que de ça, les acteurs pas terribles, les voix quétaines, le Wesley Crusher, ça serait pas si pire que ça, honnêtement. Mais le principal problème de notre œuvre, c'est que c'est plate à mort. C'est plate à dire, hein? Puis on croirait qu'une copie de Mad Max avec un gros camion méga cool, puis une superstar charismatique, puis du monde qui font, c'est ça, Blade Runner, puis tout ça.
Ben c'est ça, on croirait que notre film d'action rempli de cascades, ça serait difficile de rendre ça d'un ennui aussi mortel. Et pourtant, ils ont relevé le défi. Et c'est un problème de scénario, je pense. Je pense que c'est ça le problème. Parce que, bon, je vous ai raconté l'intrigue en gros, puis tout ça, le sport du futur, ça nous est raconté en prologue, dans le premier 2 minutes du film, là, une voix off. Mais le problème, c'est que c'est tout le bout excitant qui a rapport avec ça, c'est le gars qui t'en parle au début, là. Okay. Ah oui, ce rallye du futur, avec un mélange de football américain puis tout ça. Le bout excitant, c'est quand le gars il t'en parle, parce qu'il se passe rien. Puis en vérité, ça, à quoi ça m'a fait penser, c'est Magical Mystery Tour, le film des Beatles, là. Alors, vous vous souviendrez peut-être que les Beatles, hein, il y avait un agent qui s'appelait Brian Epstein, et il est décédé dans des circonstances tragiques. Et les Beatles, quand ils se sont retrouvés sans gérant, ils ne savaient pas trop quoi faire. Et Paul a suggéré, comme à son habitude, c'est lui qui avait les idées très souvent, on va tourner un film, on va tourner un téléfilm, on va partir en autobus à travers l'Angleterre avec des gens excentriques, puis on va filmer qu'est-ce qui se passe. Puis, il n'y a rien qui se passe. C'est ça, là. Comme faisait remarquer Malcolm McDowell dans The Complete Beatles, rien ne se passe dans Magical Mystery Tour, mais au moins là-dedans, c'est ça, le film des Beatles, il se passe pas grand-chose, mais il y a les Beatles dedans, et il y a des bonnes chansons, il y a beaucoup de bonnes chansons. Tandis que ici, c'est surtout la partie « il se passe rien » là, qu'on retrouve. Quoique, j'ai oublié de mentionner que la musique là-dedans, j'ai trouvé qu'elle était super cool. Ça aussi, il y a des gens qui l'aiment pas, mais c'est genre un mélange de Michael Nyman, là, de musique minimaliste, un petit peu avec un côté new wave, un peu bizarre, des années 80. Il y a une chanson qui n'est pas terrible, mais règle générale, j'ai carrément... Règle générale, la musique est super bonne, puis quand le film a fini, ce film que j'ai trouvé, là, vraiment laborieux, ça a été une épreuve me rendre jusqu'à la fin de ce film-là. J'ai quand même laissé le générique rouler jusqu'à la fin parce que la tune était bonne. Ça fait que la musique est cool. Mais c'est pas les Beatles, mais quand même. Et ça, c'est dit, c'est ça. Il y a un problème. Il y a beaucoup de problèmes de logique, puis il y a plein d'affaires comme ça. Le truc de football américain, il en parle au générique du début. Ça revient jamais. La bombe nucléaire, il y a un truc. On finit, tu sais, je veux dire, j'y ai réfléchi aujourd'hui, là, en préparant mes notes. Puis, presque 24 heures après avoir écouté le film, je me suis dit « Ah oui, ça doit être pour ça que ça a rapport dans le film, la bombe nucléaire, mais c'est pas bien expliqué du tout. Ça intervient vaguement au milieu, mais tu sais, pourquoi mettre une bombe nucléaire dans ton camion? C'est pas rien faire avec. » Puis je dis pas qu'ils font rien avec, mais ils font pas grand-chose. Puis c'est souvent comme ça, il y a plein d'affaires de même. Puis, ouais, le sport du futur, est-ce que c'est diffusé? Est-ce que les gens suivent ça? Parce que, encore une fois, ça fait extrêmement Running Man, / le prix du danger. Mais dans le prix du danger, qui est super bon, voir ma vidéo quelque part que j'ai faite il y a quelques temps, là, ben, dans le prix du danger, le principe, c'est que c'est l'émission la plus cotée de l'Europe ou du monde entier, essentiellement, l'émission la plus populaire. Et tout le monde sait c'est quoi. Tout le monde regarde les participants se faire traquer par les meurtriers, etc., etc. Ça fait quoi? On sait qu'on est dans un monde où cette affaire-là, le jeu dans le prix du danger, Running Man, c'est important. Tandis qu'ici, ouais, un peu, là, il en parle, là, quelque part, mais... T'as vraiment l'impression que c'est plaqué là-dessus, puis il y a un mélange de, tu sais, je veux dire, un mélange de trucs qui font très post-apocalyptique, là, entre autres les genres de bandes à la Warriors, là, autres, ils font très post-apoc, mais, tu sais, une grosse partie de la poursuite au début, c'est essentiellement dans une fête de quartier bavarois, là. Hein? Ça fait que... bon, moi, je trouve ça cool parce que c'est pas quelque chose qu'on voit à tous les jours, mais c'est ça, là, le mélange Lederhosen, puis... c'est ça, nos gars en cuir avec le maquillage bizarre. Ben, c'est ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là? Où est-ce qu'on est? C'est qui ces gens-là? Pourquoi le monde est comme ça? Il y a beaucoup d'affaires de même qui sont juste... qui sont non seulement pas expliquées, mais dont on sent finalement qu'elles ont été garochées là. Parce que le gars qui écrit le scénario...
trouvait ça cool. Un scénario qui a été coécrit en vérité par le réalisateur. J'ai pas noté les autres, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'affaires qui sont mises là-dedans juste pour faire cool ou parce que, ah oui, faire un hommage à Stanley Kubrick, ça va juste être cool parce que c'est cool faire des hommages. Mais c'est un peu le phénomène de lancer du spaghetti contre le mur. Puis ça il y a un problème supplémentaire ici, c'est que non seulement le réalisateur, il lance du spaghetti contre le mur, mais il prend vraiment le temps de le regarder coller pour s'assurer qu'il a collé là, après le mur, dans le sens où c'est interminable. Okay? Il y a des tonnes de discussions philosophico-poétiques et le ton général, j'en ai pas noté, mais l'idée c'est... Johnny est à côté contre une poutre quelque part dans le milieu de nulle part. Puis là, il s'assoit, puis là, il allume une cigarette. On le voit beaucoup fumer de cigarettes là-dedans. Karen Allen aussi. Puis là, il fume une cigarette. Puis là, ah oui, le temps passe. Mais qu'est-ce que le temps? Le temps, la conjugaison, le temps de verbe. Oui, je suis comme le temps de verbe. Tu es le temps de verbe. Il est le temps de verbe. Nous sommes... C'est tout le temps comme ça, là. OK? Je veux dire, je l'ai inventé celui-là, mais c'est comme ça, là. C'est comme ça que c'est. C'est long. Puis c'est ça, les détails n'ont pas rapport. Il n'y a rien qui a rapport avec rien. Donner un autre détail un peu de ce problème-là. Il y a un élément du décor qui est un hexagramme du Yi-King. Hein? Puis je me suis dit, je vais aller regarder un hexagramme du Yi-King. C'est lequel? Il y a peut-être un lien thématique avec le film. Puis, l'hexagramme, c'est l'hexagramme 21, qui veut dire mordre au travers. Puis je vais vous vendre un punch par rapport. Ils ont juste mis ça parce qu'ils trouvaient ça cool. Je vous épargne là, l'exégèse du Yi-King en lien avec le film. Là, ça serait vraiment chercher. Midi à 14h, ils ont mis ça parce qu'ils trouvaient ça cool, mais ça l'est pas. Puis c'est un peu ça, tout témoigne de ce manque de réflexion-là. Puis il y a vraiment un problème de rythme là, épouvantable. C'est vraiment, tu sais, il restait 1 heure quand le film était fini, puis je me suis dit, oh mon Dieu, là. Encore 55 minutes de tout ça, là, ça va être quelque chose, ce que ce fut. 1h55 que ça dure. Mais ça m'amène à la qualité du film. Je vous dirai pas, je ne vais pas vous vendre le punch. OK? Je vais vous dire à peu près, là, mais l'affaire, c'est que... OK, il reste 5 minutes au film. Okay. Puis là, je me dis, ça achève, là, ça va finir enfin, je vais pouvoir le mettre comme regarder dans le letterbox et tout ça. Puis là, OK, 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, puis là, bang, il arrive une affaire cool. OK? Puis encore une fois, je vous dirai pas c'est quoi, puis je vais vous dire pourquoi je le dis pas après, mais il arrive une affaire là, tellement cool que je l'ai faite. Wow! J'ai ressorti mon petit calepin de notes, puis j'ai noté, wow, ça c'est vraiment malade mental, puis j'ai regardé le truc, puis pendant 2-3 minutes, c'est comme, ça là, c'est hallucinant. Okay. Il y a un truc là-dedans qui est hyper cool. La mauvaise nouvelle, comme j'évoquais en amont de cette vidéo, c'est que pour que ça marche vraiment, il faut se taper là, 1h50 avant qui est vraiment là, un calvaire. Là. C'est une traversée d'un long désert sans but. Il n'y a pas de montagne, là, juste le désert. Et c'est ça, si vous regardez Terminus, puis vous sautez directement à la scène. Je suis pas mal certain que ça se peut que vous trouviez ça cool, mais vous n'allez pas trouver ça cool comme quelqu'un qui a regardé le film au complet, parce que ce qui rend ça encore plus efficace, je pense, c'est précisément le fait que tout ce qui vient avant est tellement ennuyeux à en mourir, en vérité. C'est vraiment une épreuve. Mais c'est ça. Ça fait que pour que ça marche vraiment, il faut vous taper tout le film avant. Peut-être que si vous coupez le son, puis que vous mettez Duran Duran, par exemple, vous mettez votre musicien préféré, ou les Beatles, ou que sais-je encore, Stockhausen, n'est-ce pas, Xenakis, ça serait cool.
vous mettez votre musicien préféré, votre album préféré, comme à la Dark Side of the Moon, Wizard of Oz, là, puis vous regardez Terminus, ben peut-être qu'à ce moment-là, ça serait correct, puis ça pourrait rendre le film endurable. Et peut-être à ce moment-là que la fin marcherait aussi quand même. Là. Mais ceci dit, c'est ça. Encore une fois, je vous dis pas c'est quoi, parce que... Pourquoi? Parce que si vous l'écoutez, si vous faites ce sacrifice, là, si vous vous soumettez à cette très rude épreuve, ben vous allez être récompensé par ce 3 minutes-là, qui est vraiment très très cool. 2-3, là. Mais sachez, là, je dis que c'est vraiment un des trucs les plus ennuyeux que vous allez vous taper, certainement dans la copie de Mad Max. Faire une copie de Mad Max plate à mort, là, je dis pas que ça s'est jamais vu, mais faut vouloir. Et ils ont voulu. Bref. Non, mais je veux pas être méchant en même temps, parce que, tu sais... Ils ont mis l'effort. Le problème, c'est le scénario. OK? Il se passe rien, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de sentiment d'urgence. Puis ultimement, il est là le problème. OK? C'est pas un problème de goût, c'est un problème de... il n'aurait pas dû filmer ce scénario-là parce qu'il se passe rien. Puis même les genres de vagues trucs qui se passent, il n'y a pas de sentiment d'urgence, il n'y a rien. Là. C'est juste... Ils se sont dit qu'ils allaient mettre des camions, ça allait être cool, on va mettre Johnny Hallyday puis la fille d'Indiana Jones. Bon, puis le petit gars de Robocop 2, puis le gars dans Das Boat. Ben voilà, ça a donné Terminus, mais les images sont belles, puis la fin est cool, puis Johnny Hallyday, honnêtement, comme je vous l'ai dit tantôt, il m'a impressionné. Fait que c'est ça pour ça, Terminus. Écoutez, là, c'est très bas sur la liste des priorités des films à regarder. Mais si vous êtes amateur des années 80, là, les trucs du néon, il y en a là-dedans. Il y en a en masse. Le côté esthétique, visuel, là, c'est ça. Créativité exubérante. Ben, c'est ça. C'est comme la créativité exubérante, mais dans un salon de dentiste. Là. C'est à peu près ça le principe. Si vous voulez soutenir la chaîne, le Patreon, c'est la meilleure manière. D'autant plus qu'à notre époque, comme j'ai mentionné dans d'autres vidéos, qui sait combien de temps encore, on va pouvoir faire du YouTube avec les lois qui passent, la surveillance, puis tout ça, puis les pièces d'identité obligatoires pour être en ligne. Je ne ferai pas ça. Donc, c'est ça. Ça fait que si vous voulez me suivre, Patreon, c'est la meilleure manière, mais je vais quand même continuer d'être ici directement des laboratoires du futur de Pourquoi c'est bon. Et, ben, c'est voilà. Alors, mon petit apocalyptique Poémé Gamouk, tu diras salut à ta mère, puis tu lui diras de te louer la VHS de Terminus. Et c'est tout pour cette semaine. Alors, portez-vous merveilleusement bien. On se revoit très bientôt. Vive long et prospère. Que la force soit avec vous et à bientôt.